Nous recevons dans ce nouvel épisode Jean-Christophe Ponneau, qui est président des Amis du Musée de la Grande Guerre, mais également chargé de mission auprès de l'Éducation nationale. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Dorothy. Alors Jean-Christophe, vous êtes à l'initiative de nombreux projets en lien avec l'histoire sur le territoire. On vous a vu lors de nombreuses manifestations. Vous êtes président des Amis du Musée de la Grande Guerre. Vous avez fédéré des associations récemment sur un événement qui était Mots remonte le temps. On en parlera un peu tout à l'heure. Le 27 août prochain, on va fêter les 82 ans de la libération de Meaux. On va recevoir Steve Vollmer, on va en parler, qui Tout à était fait. le fils du libérateur de Meaux, Charles Vollmer. Avant qu'on parle de la libération de Meaux, j'aimerais que vous nous racontiez Meaux sous l'occupation. Alors, Mot sous l'occupation, c'est celui c'est l'histoire de l'occupation de toute une partie de la France, en tout cas. Le 14 juin 40, en fait, les Allemands rentrent à Paris. On a en souvenir, on voit ces films où on voit les Allemands défiler sur les Champs-Élysées. Bah, le 14 juin, ils rentrent à Meaux aussi en même temps. Et c'est là où, en fait, Meaux, qui était une ville, voilà, la ville, une ville d'Île-de-France, va devenir une ville sous occupation allemande. Donc, les Allemands prennent automatiquement, en fait, possession de différents lieux. La commandanture va s'installer dans la villa Villeboinnet, boulevard Jean Rose. Les officiers vont avoir leur cantine, leur hôtel aussi, à l'hôtel de la Sirène, rue du Général Leclerc. À l'époque, c'était pas la rue du Général Leclerc, c'était la rue Saint-Rémy, la rue Saint-Nicolas, pardon. Et puis, on va avoir plusieurs bâtiments qui vont être réquisitionnés en fait pour l'occupation allemande. Et à partir de ce moment-là, on tombe sous le régime de l'occupation avec des couvre-feux et puis surtout au niveau de la nourriture. En fait, on va avoir des bons pour pouvoir aller acheter la nourriture. Tout ce que l'Allemagne peut récupérer, il l'envoie pour son armée. Ça va même aller, en gros, jusqu'à récupérer le bronze des statues. Vous connaissez, Dorothy, le cours Raoul. Voilà, bah, le cours Raoul, en fait, ça vient d'un nom, c'est le général Raoult, un général de 1870, de la guerre contre les Prussiens. On avait une magnifique statue, place Henri IV, du général Raoult. Bah, les Allemands vont récupérer la statue et la fondre pour en fait la transformer sans doute en obus ou autre chose. Donc l'idée, c'est que pendant 4 ans, on va vivre sous le joug allemand avec des passages un peu compliqués. Certains responsables de la commandanture ou de la Gestapo vont aller un peu plus loin, vont être un peu plus durs. Ce qui le semble apparaître dans les recherches que j'ai pu faire, c'est qu'en gros, on avait une commandanture par la suite qui s'est apaisée un petit peu. Ça, c'est du côté allemand. Mais très rapidement, et on en parlera, je pense, en fait, bah, certains Meldois commencent à résister, commencent à ne pas accepter cette situation. Et là, on va avoir une partie de la population qui va rentrer en résistance. Donc, la notion de résistance, très rapidement, en fait, elle peut partir, elle n'est pas du tout organisée au départ. Ce sont plusieurs réseaux. On va parler du réseau Vengeance, on parle du réseau OCM. Sur Meaux, c'est un réseau qui s'appelle le réseau OCM. On a Paul Barren, qui deviendra plus tard le futur maire, qui s'occupe de ce réseau. Et alors, dans les documents que j'ai retrouvés au niveau du service historique de la défense, voilà, on peut imaginer qu'ils étaient une vingtaine au début de 1941, et ça va grandir pour arriver au mois de juin 44 à plus d'une centaine de résistants reconnus par la suite au niveau des chiffres. Donc cette résistance, elle se met en place, c'est souvent des actions de renseignement. Et on va reparler de la libération de Meaux, mais ces actions de renseignement, on a par exemple une dame qui est extraordinaire, qui est dentiste, Madame Morin, qui elle va en effet donner tout un tas de renseignements aux Alliés. Donc, alors pourquoi des renseignements aux Alliés? Et particulièrement, l'idée c'était de savoir combien il y avait d'Allemands, et cetera. Et ce qui va compter énormément dans cette notion de libération, en fait, c'est que Paul Barren a peur d'une chose. Il n'a pas peur forcément des Allemands, bien évidemment qu'il a peur des Allemands, mais on est en 1944, donc la libération va approcher. Ce dont a peur Paul Barren, c'est que les Américains, si les défenses ne sont pas connues, en fait, bombardent largement la ville et détruisent en partie la ville. Donc ce futur maire a vraiment une attention particulière en disant si on donne les positions exactes des Allemands avec les défenses qu'il va y avoir, on va éviter un bombardement massif de notre ville. D'où, à partir en effet de juin 44, toutes ces actions de liaison avec les Alliés pour permettre en fait une libération plus en douceur.
En juin 44, les Américains débarquent en Normandie. Meaux sera libéré le 27 août 44 par un dénommé Charles Volmer. Qui était Charles Volmer? Alors il n'était pas tout seul, il n'était pas tout seul. En effet, il appartenait en fait à une unité et alors c'est là où, si vous me le permettez Dorothy, c'est d'expliquer un petit peu. C'est vrai que, en gros, moi je suis passionné d'histoire, je suis un mêle-doigt de plusieurs générations à Meaux et c'est vrai que, bah, on entendait tout un tas de choses sur la Libération et à ce moment-là, c'est vrai que moi jusqu'à l'année dernière, je m'étais pas forcément, intéressé au sujet. Voilà, c'était pour moi quelque chose qui avait été établi et on n'était pas revenu dessus. L'année dernière, si vous me permettez, il y a eu un petit déclencheur, c'est-à-dire qu'on monsieur le maire veut projeter un film qui a été filmé par les Américains pendant la commémoration 2025 pour le grand public. Et là, en fait, on me demande de pouvoir apporter quelques éléments d'information sur le film. Alors, le travail avait été fait par un historien local connu, Raymond Pesan, le travail de découpage. C'est telle rue, telle rue. Là, on voit les Américains arriver par la chaussée de Paris. Là, on les voit rue Saint-Rémy, etc. Simplement, là, c'est une question que je m'étais jamais posée, c'est en gros, mais qui sont ces hommes? En fait, la notion de personnification, en fait, un petit peu de ces hommes qu'on voit débarquer. Et là, je m'interroge, donc je vais chercher dans mes livres d'histoire, sur Meaux, d'histoire locale, j'interroge, mes amis historiens et je me rends compte très rapidement qu'en fait, il y a pas une seule vérité, il y en a 4, 4 hypothèses. Alors la plus commune, c'était, c'est l'armée de Patton qui nous a libérés. Bon, OK, l'armée de Patton. Alors une armée américaine, c'est 300 000 hommes, hein, mais bon, l'armée de Patton nous a libérés. Ce qui revient aussi souvent dans les témoignages des Meldois, c'est, bah, la rue Saint-Nicolas, elle est devenue en 1948 la rue, du général Leclerc, donc c'est forcément la 2e DB du général Leclerc. Et c'est vrai que c'est une hypothèse intéressante puisque la 2e DB, le 25 août, elle libère Paris, donc elle est pas loin de Meaux. 2 jours après, elle pourrait libérer Meaux. Donc c'est une hypothèse. Je me retrouve avec une 3e hypothèse portée plutôt par les spécialistes. Alors ça ne dira rien au grand public, mais c'est la 4e division d'infanterie américaine qui accompagne d'ailleurs la 2e DB pour libérer Paris. Et puis, il y a une dernière hypothèse que je vérifie auprès plutôt là des archives départementales. En gros, on parle de la première armée Hodge. Voilà. Alors, la première armée Hodge ou Bradley, c'était le général avant. Et je me retrouve vraiment avec 4 hypothèses et je me dis, c'est incroyable, quoi. C'est, en fait, il n'y a pas eu, alors j'interroge la société historique, je recherche dans les livres, etc. En fait, ce travail de mémoire ou vraiment de pouvoir adopter une suite, voilà, d'avoir telle ou telle hypothèse, en fait, n'avait pas été fait. C'est tout le début de l'enquête qui va nous amener très rapidement, en fait, je tombe dans un livre sur une délibération du conseil municipal de 1946 qui établit la citoyenneté d'honneur pour le premier officier américain qui rentre dans Meaux, qui commande. Je me dis, c'est fantastique. Alors, le nom est mal orthographié dans le sens où j'arrive pas à lire. Je ne sais pas si c'est Volmer ou Volner. En fait, c'est pas tout à fait bien écrit. Et donc, je me dis, si jamais je retrouve cet homme, en fait, j'aurai sa division, son unité, etc. Sauf qu'en interrogeant les archives municipales qui ont été ouvertes par Fabien Couturier, c'était super, il m'a apporté la décision du conseil municipal, mais en fait, j'en sais pas plus. Alors, je retrouve cet officier nommé citoyen d'honneur dans 2 autres ouvrages, mais en fait, un coup, on l'appelle Volmer, un coup, il est capitaine, un coup, il est commandant. En fait, il y a une mémoire tout à fait floue autour de cet officier. Bon, je le mets un peu de côté. Et puis là, je commence vraiment une petite enquête historique qui, en fait, va me permettre d'éliminer rapidement trois, euh, 3 hypothèses. C'est pas l'armée de Patton. L'armée de Patton, elle base beaucoup plus au sud. Alors, ce qui est vrai, c'est que le 25 août, pratiquement une grosse partie de la mer américaine passe par Melun. Et puis, ben, remonte. Certains vont vers Paris, d'autres vont remonter vers le nord, d'autres vont partir vers l'est, Provins, Montreux. Ben, c'est le cas de Patton. Et les journaux de marche, ce que les Américains appellent les AAR, en fait, les Action After Report, en fait, montrent que, en gros, non, c'est pas Patton qui libère Meaux. Bon, bah, c'est pas non plus la 2e DB qui libère Meaux, et c'est pas non plus la 4e DI. Tout ça, j'arrive à le démontrer. Et donc, en effet, il semblerait que c'est bien la première armée Hodge. Sauf que ça m'allait pas du tout
dans le sens où une armée, comme je vous disais, c'est 300 000 hommes. Pour personnifier des gens qui sont rentrés dans Meaux, ben, en fait, ça ne me convient pas, quoi. Et donc, je pousse un peu plus loin. Je pousse un peu plus loin et ben, j'arrive pas à avancer, je suis bloqué. Donc, je repars bas du film. Je repars du film qui fait 6 minutes 43. Et là, je tombe sur bah, dans le film, on voit, il y a une sorte d'ardoise sur laquelle est écrit un nom, c'est Rosenman. Et là, je me dis, si j'arrive à retrouver le film, si j'arrive à retrouver le caméraman, sans doute que j'arriverai à retrouver bah, ce qu'il filmait à ce moment-là. Et en effet, dans les archives américaines, ce qu'on appelle la NARA, en ligne, je vais tomber sur le dub sheet, le carton, en fait, qu'a écrit le caméraman, qui décrit ce qu'il est en train de filmer, la libération de Meaux, 27-28 août. Et là apparaît le nom d'une unité, la 3e division blindée américaine. Alors là, c'est absolument super. Donc, bah, après, il suffit que je déroule ce film. Alors, j'arrive à retrouver le caméraman, Léon Rosenman. Ce Léon Rosenman qui va filmer les camps de la mort en 1945 aussi, qui va accompagner en fait ces 3e divisions blindées. Et puis, bah, à partir du moment où j'ai la 3e division blindée, il suffit que j'aille chercher dans les journaux de marche de cette unité. Et là, on vérifie qu'en effet, c'est bien ça. Bon, alors, on est sur une division blindée, c'est 16 000 hommes, une division. Bon, c'est pas mal déjà, je me dis, c'est pas mal. Alors, ce que je comprends, c'est que l'armée américaine, elle fonctionne sur les divisions blindées avec des groupements, des mini-divisions, ça s'appelle des task force. J'arrive à retrouver la task force qui a libéré Meaux, c'est la Love Lady, du nom de son commandant. Et puis, à partir de ce moment-là, je me dis, c'est pas mal. 2500 hommes, oui, vu les photos qu'on a de la libération de Meaux, et entre autres la collection Andrés qui est à la médiathèque, ouais, c'est pas mal. En gros, je pense que c'est la task force Love Lady qui a libéré Meaux. Et c'est là où, en fait, je reviens un petit peu, je me dis, mais au fait, il faudrait que je revienne un peu à mon citoyen d'honneur, là, le premier officier américain. Est-ce que c'est le premier officier américain de la task force? Et là, ben, en gros, je vais chercher et il apparaît 3 hypothèses. J'arrive à en démonter 2 et en effet, il y a une 3e hypothèse, un certain Charles Volmer avec 2 ailes qui appartient à un peloton de reconnaissance. Alors, je cherche ce qu'est un peloton de reconnaissance. Ben, on comprend que c'est ceux qui rentrent en premier dans les villes. Et là, bah oui, c'est pas mal. Alors, je cherche sur ce Charles Volmer et je trouve une vidéo de lui, mais il parle pas de mots. Et ce qui va être fantastique, et là j'en ai vraiment la chair de poule, c'est que je vais tomber sur son avis de décès qui va être écrit par sa famille dans un journal d'Atlanta qui décrit sa vie. Et en fait, cet avis de décès va vraiment me confirmer qu'en fait, bah, il était bien à Meaux le 27 août et qu'il a été accueilli par une population des milliers de personnes qui chantaient la Marseillaise et lui offraient du vin. Et surtout, il va dire que bah, son plus beau souvenir et ce dont il est le plus fier, c'est d'avoir été nommé citoyen d'honneur de la ville de Meaux. Voilà. Donc, comment je découvre Charles Volmer, bah, c'est le résultat de cette enquête. Donc, par la suite, ben, moi, je suis déjà super content. C'est-à-dire qu'en fait, ça me va, j'ai retrouvé le citoyen d'honneur, on a son nom, etc. Et puis j'ai mon ami Jean-Marc Paroni, voilà, qui est le fondateur de la DZ Memory, les reconstituteurs Seconde Guerre mondiale para-américains, qui me dit, mais t'as vérifié si, en gros, il a peut-être des descendants? Alors, là, ok. Donc je me dis, je me relance dans quelque chose. Comment retrouver, voilà, comment retrouver un descendant? Bah, je me base sur, à la fin de la vie de décès, il y a toute la famille, son fils, etc. Donc je vois qu'il y a son fils s'appelle Steve Vollmer, et je vois les petits-enfants, il y a 2 petites filles, Suzanne et Cathy. Donc en fait, je vais commencer par chercher sur les réseaux sociaux un Steve Vollmer qui aurait comme ami une Cathy Vollmer ou une Suzanne. Et puis, bah, au bout de quelques semaines, je tombe sur un Steve Vollmer qui a une fille qui s'appelle Cathy. Sauf que, bah, comme on n'est pas amis, il n'accepte pas les messages. Donc, j'envoie un message par LinkedIn, l'importance des réseaux sociaux, par LinkedIn à sa fille, Cathy. Elle accepte mon message et j'ai pas de nouvelles. Je lui envoie un message en disant voilà, je voudrais surtout pas vous déranger. Alors, en anglais, hein, j'utilise un traducteur parce que je parle pas forcément anglais. Mais l'idée, c'est je veux pas vous déranger, je veux juste savoir s'il y a un lien entre un certain Charles Volmer qui aurait libéré Meaux et votre papa ou votre famille, quoi. J'ai pas de nouvelles pendant plusieurs jours. Et puis, bah, vraiment, au mois d'octobre, c'est là où c'est fantastique. Je reçois un mail de Steve Vollmer qui dit je suis bien le fils de Charles Vollmer. Et
Et il dit, ben voilà, nous, on a toujours entendu parler de mots. Toute ma vie, j'ai entendu mon papa parler de mots. Et vous savez quoi? Bah, la déclaration de citoyen d'honneur, elle est restée accrochée pendant 70 ans chez lui. Et on l'a toujours. Et là, c'est créé une véritable amitié avec Steve Vollmer qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on va accueillir Steve, Cathy, Suzanne, Edna aussi, sa belle-sœur. On va accueillir 4 Américains qui sont, bah, en tout cas, Steve étant le fils de Charles Vollmer, le premier officier américain rentré dans Meaux. Voilà un petit peu l'histoire. Donc, ce Charles Vollmer dont on va inaugurer la rue, qui avait disparu de nos mémoires, là où je suis super heureux, c'est qu'il va avoir une rue à son nom. Et ça, pour moi, c'est une petite éternité. C'est-à-dire que d'avoir le. Voilà, on a retrouvé qui il était, on a fait le lien. Donc voilà, c'est un jeune lieutenant de 25 ans qui s'était engagé à 18 ans, qui était de New York, qui s'était engagé à 18 ans parce que sa famille n'était pas. Ses parents avaient divorcé. Son papa avait mangé, si je puis me permettre, tout l'argent de sa bourse pour faire ses études. Et il avait envie de s'éloigner. C'était quelqu'un de brillant qui avait eu l'équivalent du bac vers 15-16 ans. Il aurait dû poursuivre ses études, mais son père ayant dépensé tout l'argent, en fait, il décide de s'engager dans l'armée. Et puis, bah, il va être très rapidement lieutenant, et donc il va arriver sur Meaux. Il va débarquer au mois de juin en Normandie. Et c'est un jeune lieutenant de 25 ans qui était appelé le vieux et le sage par ses hommes, parce que 25 ans, c'était. Et voilà, et toute cette histoire, en fait, c'est Steve, son fils, qui va me la raconter en détail, qui va me donner des photos de son papa, qui va me raconter tout un tas de choses sur lui. Et dans les choses les plus émouvantes, c'est évidemment, il va m'envoyer la numérisation de ce citoyen d'honneur de la ville de Meaux qu'il a gardé. Mais d'autres photos très émouvantes, parce qu'en fait, j'ai appris que Charles Vollmer était revenu en 1982 à Meaux et qu'il n'avait pas voulu. Alors, on a des photos, on le voit devant la mairie, on le voit devant la cathédrale, et il n'a pas voulu faire d'histoire. C'était son. Voilà. Mais je pense que oui, si c'était présenté, je pense que personne à Meaux n'aurait pu savoir qui il était. Le seul qui était au courant, ou en tout cas qui lui a amené, celui qui lui a amené, il s'appelle Whitman. Roger Albert Whitman, c'était un ami de Paul Barren, et c'était un FFI qui parlait anglais. C'est pour ça que c'est lui qui l'a accueilli. Et ils vont conserver une amitié entre Roger Albert Whitman et Charles Vollmer jusque dans les années 60. Je pense le décès de Whitman, qui était un peu plus âgé que lui. Donc il y a un lien entre Meaux et l'Amérique qui date depuis d'ailleurs très longtemps, mais qui s'est renforcé. Et je suis vraiment honoré, ravi, heureux qu'on puisse rétablir une certaine vérité. Et puis voilà, c'est-à-dire que ce qu'on n'a pas pu faire ou su faire pour son papa, on va le faire pour sa famille. Alors cette enquête, elle va donner naissance à un autre projet éducatif et pédagogique, une vidéo à destination des CM2 dès cette rentrée. Comment va se concrétiser ce projet et quel est l'objectif? Alors c'est vrai que cette enquête, elle a donné lieu à un livre voilà, le livre que j'ai écrit. Et puis bah, mon passé professionnel, j'ai démarré comme instituteur. J'ai toujours eu en fait cette notion et cet intérêt de dire bah, ce que j'ai trouvé là, est-ce que ce serait pas intéressant pour les CM2, c'est au programme, la Seconde Guerre mondiale comme la première, comment je peux faire? Donc je me suis lancé dans l'écriture d'un petit roman littérature jeunesse qui explique l'enquête, comment j'ai retrouvé Steve Vollmer, etc. Et puis, ben, qui est Charles Vollmer? Et puis, je parle un peu du devoir de mémoire, mais on y reviendra. Et quand j'ai présenté le projet à la mairie, ça a été ben, vraiment un grand merci, puisqu'en fait, la mairie a accompagné tout de suite ce projet. Il va falloir qu'on imprime pour pouvoir les CM2. Et puis, tout de suite est arrivée l'idée venant de vous, l'idée d'une vidéo pour accompagner, pour présenter en fait ce projet de travailler sur la libération de mots. Donc oui, on a travaillé sur une vidéo avec l'idée, c'était peut-être qu'une élève une enfant puisse poser des questions. C'est Mélina, elle est extraordinaire, Mélina, et voilà. Donc on a pu travailler sur cette vidéo, on va la continuer, qui va accompagner en fait le dossier pédagogique. Et là, je remercie Lucille Ragiat, conseillère pédagogique éducation nationale,
qui nous a déjà trouvé 2 classes pour la rentrée, 2 classes de CM2 qui veulent travailler en fait sur cette libération de mots. Donc cette vidéo, elle va être, voilà, elle est vraiment extraordinaire. Elle va permettre d'aborder pour des CM2 tout un tas de sujets liés en tout cas à la, à la libération de mots. Alors tout à l'heure, on en a parlé en introduction. Évidemment, vous êtes, associé à beaucoup d'événements en lien avec, l'histoire, notamment évidemment dans le cadre du musée de la Grande Guerre. Et puis là, cet été, avec Mots remonte le temps, hein, puisqu'il y a eu un camp de reconstituteurs, sur le dernier week-end. En quoi c'est important, Jean-Christophe, le devoir de mémoire aujourd'hui? Et je dirais plus généralement, en quoi c'est important en ce moment dans le contexte géopolitique actuel? Oui, le devoir de mémoire, alors ce que j'aime bien, c'est quand on évoque la mémoire, en fait, j'aime bien faire une toute petite distinction entre l'histoire et la mémoire. C'est pas tout à fait pour moi la même chose. Alors, on va prendre un petit exemple pour illustrer un peu cette différence. Vous voyez le monument, qu'il y a derrière le musée de la Grande Guerre, ce monument, cette grande femme, voilà, qui se tient debout, elle tient un homme mort dans ses bras, dans l'autre bras, dans l'autre main, une épée brisée. C'est la liberté éplorée, on pourra, voilà, développer un peu. Elle est là depuis 1932. Elle est à quelques kilomètres des champs de bataille. Et bien, souvent, quand je passe devant, en fait, il y a une question qui m'arrive, c'est nous aujourd'hui, Meldoir, qu'est-ce qu'on en fait de cette statue? C'est une question toute bête, mais qui pour moi me travaille. Alors, en gros, ce qu'on pourrait faire, c'est simple. Par exemple, un exemple, c'est on s'arrête sur le bas-côté, on emmène ses enfants, ses petits-enfants. Moi, je suis papy, et en fait, on leur explique pourquoi cette épée elle est brisée. C'est qui l'homme qu'elle porte. En fait, personne ne nous oblige à faire ça. Mais là, on est dans une démarche complètement différente. Donc, et c'est là où, pour moi, l'histoire, en fait, l'histoire, c'est une recherche, une méthode, des sources, des faits qu'on a établis. Alors, particulièrement aujourd'hui, mais de tout temps, elle a été fragile, l'histoire. En fait, elle est malmenée. On peut l'instrumentaliser, on peut la réécrire. Euh, pour moi, elle n'est jamais binaire. Il n'y a pas les gentils d'un côté, les méchants de l'autre. Elle est complexe. Par contre, l'histoire, elle a des zones de noirceur, des tragédies, mais elle a aussi des moments de grandeur. Voilà, les deux. Pour moi, c'est toujours ensemble. Alors, pour notre statut, l'histoire, c'est quoi? C'est qui l'a sculpté? MacMonnies, un Américain. Euh, pour quelle mort? En fait, on a mis cette statue-là pour commémorer la bataille de la Marne. C'est la première victoire depuis un certain temps pour les troupes françaises. Et alors, qui l'a écrit, qui l'a payé, avec quel argent? C'est 4 millions d'Américains qui vont, en effet, grâce à un homme de la région qui s'appelle de Tesson, qui vont prendre une participation, participer à l'achat et à la construction de cette statue qui va être inaugurée en 1932. Ça, c'est l'histoire. On peut la documenter. On sait pourquoi la statue, elle est là. Pour moi, l'histoire sert à ça. En fait, elle sert à comprendre le présent, à expliquer pourquoi le monde, il est aujourd'hui ce qu'il est. La mémoire, c'est un peu différent. La mémoire, c'est, oui, bien sûr, c'est souvenir, c'est ne pas oublier. Et pour les plus jeunes, je dirais que c'est remercier aussi. C'est dire merci à ceux qui se sont battus, à ceux qui ont souffert, et puis surtout à ceux qui sont morts quand on voit un monument mort, pour qu'aujourd'hui, on vive dans cette société libre. Mais je dirais que ça va un petit peu plus loin pour moi. C'est surtout ce qu'on décide d'en faire. Si je reprends l'exemple de notre statue, un matin, je m'arrête sur le bas-côté avec ma petite fille, et c'est ça pour moi la mémoire. C'est transmettre ce qu'elle représente. À partir de là, on peut développer, c'est-à-dire qu'on va parler de devoir de mémoire. Alors, Simone Veil détestait ce mot de devoir. Elle parlait de devoir d'histoire ou de devoir de réflexion. Mais si on parle de devoir, je pense que c'est dans le sens où il peut y avoir derrière ça la notion de danger ou de vigilance, voire d'engagement. Et c'est là où je fais le lien avec, vous savez, la phrase qu'on prête au maréchal Foch: les peuples cessent de vivre quand ils cessent de se souvenir. C'est là le danger, je pense. C'est-à-dire que, et c'est exactement ça, pour moi, un peuple qui oublie quelque chose, c'est quelque chose d'essentiel. C'est pas seulement son passé, c'est pour moi la capacité à se projeter. C'est pour ça que pour moi, la mémoire, c'est une condition pour faire société. Pour faire nation, on disait avant, mais pour faire société. Si on n'a plus de référence, si on n'a plus de récit, si on n'a plus de date, si on n'a plus de représentation, en fait, cette société, elle finit par se défaire. Donc pour moi, faire société, c'est exactement le contraire de ça. C'est d'abord une communauté de mémoire
qui représentent des valeurs et surtout une communauté de destin. Donc voilà, c'est pour moi l'histoire établit un peu ce que fut le passé, le devoir de mémoire. En fait, bah, il nous rappelle d'où on vient et puis surtout, il nous engage et il nous aide à mieux déterminer ce qu'on veut construire ensemble. Et c'est pour ça que dans cette société aujourd'hui qui est fracturée, je trouve que le devoir de mémoire, ce devoir de mémoire, en fait, est encore plus important aujourd'hui, c'est de trouver ce qui nous permettrait d'avancer ensemble. Voilà. Donc c'est à travers les amis du musée, à travers toutes les actions que je fais. C'est vrai que le point commun, c'est mots pour l'instant, ou en tout cas, voilà, il y a énormément de mots. Moi, ça fait 5 générations, 6 générations qu'on est à mots. Et c'est vrai que, bah, à travers mon remonte le temps, vous l'avez dit, c'était quoi l'idée? L'idée, c'était de faire découvrir aux Meldois ce qui a fait mot aujourd'hui. Il y a une cathédrale, il y a des remparts, il y avait des Gaulois, il y avait des Vikings qui sont venus. L'idée, c'était voilà, de partager avec les Meldois d'aujourd'hui le fait qu'on a tous un point commun, c'est de vivre sur le même territoire. Et ce territoire, il a une histoire. Et si on veut avancer ensemble, bah, c'est quelque chose qu'on doit en effet prendre en compte. Voilà. Merci infiniment Jean-Christophe. Je rappelle, alors on se retrouve le 27 août prochain pour évidemment fêter le 82e anniversaire de la libération de Meaux. Et on se retrouve aussi le samedi 29 août où il y aura un camp de reconstituteurs. Tout à fait. Alors, il y aura une séance de dédicace dans une librairie de Meaux le matin et après un campement organisé par la Design Memory, pas loin, en tout cas, place de la Cathédrale, là où Charles Volmer a rencontré les FFI de Meaux. Donc, il y aura l'exposition aussi, il y a une belle exposition qui a été faite avec des panneaux, voilà, et puis vous pourrez rencontrer à ce moment-là Charles Volmer et sa famille avec grand plaisir. Et puis, bah, le 27 août, après les commémorations au monument aux morts, vers 17h30, on se retrouve tous, dans les salons d'honneur de la mairie pour une table ronde où les Meldois et tous ceux qui le souhaitent vont pouvoir rencontrer Steve Vollmer, qui va pouvoir nous évoquer son père, qui va pouvoir nous évoquer, la mémoire, l'histoire de son père. Et là, je trouve que c'est super intéressant parce qu'on va avoir entre autres une vidéo. Steve Vollmer m'a envoyé une vidéo de son papa parlant de mots. Il va y avoir des moments assez émouvants et ça permettra peut-être aux Médois qui le souhaitent de pouvoir lui poser toutes les questions qu'ils le souhaitent. Merci infiniment Jean-Christophe, à très bientôt. Merci, au revoir Dorothy.